Salutationalisation et bienvenue dans la crypte du commandant, je suis votre hôte Azelrix et aujourd'hui, on parle d'extensions. En effet, vous vous demandez comment je fais pour avoir des cheveux aussi longs et aussi soyeux, c'est des extensions capillaires. Cette blague était tellement pas drôle, elle a le potentiel de tuer des gens. Plus sérieusement, des terres arides pleines de morts vivants, d'Amonkhet au cyberpunk futuriste de Kamigawa, Magic a absolument tout. Il est possible d'imaginer n'importe quel concept XYZ et d'en faire une extension de Magic sans trop de problèmes. Par exemple, moi j'imagine un plan où la nature elle-même est en vie et se confronte à la fois à l'humanité et à une menace alien et Zendikar. C'est littéralement Zendikar. On a des extraterrestres dans Magic depuis bien longtemps. Ensuite, t'as les Secret Lair, les Universes Beyond, qui font couler énormément d'encre sur Internet en ce moment. Mais bref, Magic a absolument tout et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai concocté une petite liste de 6 plans à visiter et ou à revisiter. Des extensions qui, je crois, viendraient bénéficier Magic autant au niveau du lore qu'au niveau du gameplay, plus particulièrement en Commander. Si ça vous intéresse, on va garder les Universes Beyond et les Secret Lair que j'aimerais voir arriver pour une autre vidéo. Soyez sûr de me dire en commentaire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et tant qu'à être là, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche ainsi qu'à laisser un like et un autre commentaire nous disant de quel sujet on devrait traiter. Le tout, bien entendu, avant de partager la vidéo, ce qui est hyper important pour le référencement. Vous pouvez aussi nous retrouver en description, là où est-ce que vous aurez un lien vers notre Instagram, vers notre Discord, si vous voulez interagir avec moi, et surtout vers notre Patreon, là où vous pouvez supporter les deux chaînes financièrement en échange de quelques contreparties. Ça va de simples shout-outs à littéralement influencer le futur de la chaîne en ayant des votes prioritaires, en ayant même le droit de choisir des vidéos et avec des accès directs au Discord Premium, là où généralement je spoil le sujet des prochaines vidéos. Et j'ai ajouté récemment 2 tiers qui sont exclusifs à Magic the Gathering. Le premier où je peux améliorer un de vos decks, le deuxième où je peux vous construire un deck. Le tout bien entendu avec les autres récompenses susmentionnées. Et je tiens à remercier notre nouveau magicien d'élite Mr. Heavy pour qui j'ai eu l'honneur de construire un deck Optimus Prime basé sur les artefacts et les +1/+1. Alors mon cher Mr. Heavy, j'espère que tu es content de ton deck et je te remercie de ton support. Même si j'ai mis des cartes de Tortue Ninja dedans, ce qui implique qu'il va falloir attendre quelques semaines pour le jouer. Sur ce, maintenant que c'est fait, transplanons vers notre premier plan. Arabian Night. Rabia, ce nom ne vous dit peut-être rien. Mais c'est un des plans les plus importants de l'histoire de Magic. Et là, je parle pas simplement du lore, je parle au niveau du gameplay. C'est peut-être même le plus important. Petit flashback, le lore de Magic est raconté à travers les cartes et en 1993, tout se passe sur le plan de Dominaria, le plan le plus massif au centre du multivers. Et en décembre de cette même année, Wizards of the Coast se dit c'est bien Dominaria, mais peut-être qu'il faudrait proposer plus, parce que plus de cartes, ça implique que plus de gens vont venir jouer et donc plus de gens vont venir acheter. C'est là qu'arrive Arabian Night, la toute première extension de l'histoire du jeu. Elle fut inspirée à la fois par les comics Sandman, très populaires dans les années 90 que j'ai lus et qui sont vraiment excellents, principalement son numéro 50 et aussi par l'univers des Mille et Une Nuits, c'est-à-dire la mythologie maghrébine avec des histoires comme celle d'Aladin et comme par hasard, juste après que Disney lui ait mis le grappin dessus. C'est donc sur le plan de Rabia que l'on se trouve, jadis pris sous l'emprise des djinns, plus tard reprise par l'humanité quand les djinns furent affaiblis par la guerre qu'ils se portaient les uns aux autres. On y trouvait même des personnages qui venaient directement de l'univers des Mille et Une Nuits, comme Ali Baba ou devinez quoi? Aladdin. Oui, avant même que le terme Universes Beyond existe, techniquement la toute première extension de l'histoire de Magic, on pourrait dire que c'était un Universes Beyond, dans le sens où ça venait emprunter des concepts, des personnages et des histoires qui étaient canon à un autre univers, sans les adapter, mais en les reprenant littéralement tels quels. Là où si le Aladdin de Disney, par exemple, est sous copyright, le Aladdin des Mille et Une Nuits, c'est du domaine public et ça depuis longtemps. Bref, on est vraiment dans une zone légale très floue. Et le plan d'Arabian Night, ça fait 32 ans et on n'y est jamais retourné, je comprends pas pourquoi. En fait, oui, je comprends pourquoi, tout le monde a peur des avocats de Disney, mais à part ça, je comprends pas pourquoi. Quoique de l'autre côté, c'est vrai que les cartes, elles sont plus ou moins restées en mémoire, elles ont plus ou moins intégré les méta, elles font vraiment pas le figure face à ses prédécesseurs, comme par exemple les Boons, voire même les Power 9. Et le nom de Rabia ne sera jamais aussi iconique que ne l'est Ravnica ou Dominaria, à part chez l'élite des joueurs de Magic, bien entendu. T'ajoutes à ça que c'est des vieilles cartes d'une première extension, donc forcément, c'est tombé dans l'oubli principalement parce que c'est de moins en moins jouable. Et tu te dis que Rabia,
là, elle s'est bien fait mettre une douille par le temps. De l'autre côté de la médaille, plus de 20 ans plus tard, quand tu vois la popularité du set Damonkhet, qui lui aussi se passe dans un désert hautement mythologique, tu te dis que c'est Wizard qui fait des choix marketing. Les mythes maghrébins et égyptiens en surface, c'est des choses qui se ressemblent beaucoup, puisque ça origine à peu près de la même partie du monde. Mais dans les faits, il y a des différences, et c'est des différences sur lesquelles je pense qu'on peut capitaliser. Par exemple, imaginez qu'on y retourne, ben ça veut dire qu'on aurait des nouveaux djinns, et peut-être que les djinns deviendraient une tribe aussi viable que les anges, démons et dragons. J'imagine bien une mécanique avec des wish counters, c'est-à-dire des compteurs de vœux. Littéralement, on pourrait rendre Ring of Three Wishes jouable, et ça fait longtemps qu'on essaye. Peut-être que les Wish Counters pourraient être des compteurs qui se trouvent sur des permanents, que certains permanents bénéficieraient d'en avoir sur eux, là où on pourrait retirer un Wish Counter d'une créature pour avoir un effet. Allez, tu tords une carte comme avec Ring of True Wishes, je suis d'accord, c'est beaucoup trop, mais peut-être qu'on pourrait taper la créature sur laquelle se trouve un Wish Counter pour pouvoir piger une carte. Moyennant un coût de 1 ou 2 de mana, ça me semble raisonnable. Et on y revient encore, ben moi, le premier génie bleu, je me fais un deck avec, et je l'appelle le deck Robin Williams. Le folklore hindou. La plupart des extensions de Magic ont bien des racines divines et mythologiques, comme par exemple les mythes aztèques sur Ixalan que vous ne retrouverez pas dans cette vidéo. Mais un plan que je trouverais extrêmement intéressant d'explorer, ce serait un plan inspiré par la mythologie des Indes. L'hindouisme est une des plus vieilles cultures de la planète et encore aujourd'hui, la seule religion majeure à vénérer tout un panthéon de dieux et non juste un être de façon monothéiste. Et si, pour vous, les hindous, ça se résume au culte de la vache sacrée, aux éléphants et aux divinités à multiples bras, accrochez-vous. Je pense qu'on va se trouver sur un plan qui se base principalement sur les créatures et sur les tribes, là où chaque tribe va venir un petit peu inspirer sa propre mécanique. Comme on est dans la mythologie hindouiste, je pense que la mécanique principale du jeu devrait se nommer réincarnation, une mécanique qui te permettrait d'exiler une créature depuis ton graveyard pour lancer une autre créature de ta main sans payer son mana cost. Ça permettrait aux joueurs qui aiment pas forcément jouer Reanimator d'avoir quand même une certaine synergie avec le graveyard, ce qui dans le Magic d'aujourd'hui devient de plus en plus intéressant, et de manière générale, une nouvelle façon de lancer des sorts, c'est toujours appréciable. En termes de lore, je crois qu'on se trouverait en pleine guerre, là où 4 divinités se feraient face, et ces 4 divinités auraient un petit peu leur tribe. Premièrement, au ciel, avec les oiseaux menés par les Garuda, des hommes-oiseaux divins des mythes hindouistes, représentés par la couleur Naya. Leur mécanique principale serait le vol, l'aggro, et je leur ai créé leur mécanique unique, Screech, qui leur permet d'entrer sur le champ de bataille en flash si vous avez une créature qui est en train d'attaquer. Mais ça, c'est le ciel. Passons ensuite à l'eau, là où, représenté par la couleur Sultai, on retrouverait des Merfolk, des Kraken et des Makara, encore une autre créature du folklore hindou. Leur mécanique serait de synergiser avec le cimetière, là où je leur ai créé une mécanique propre que j'appelle Tribute. Cette carte devient imbloquable si, pendant la phase d'attaque, on discarte une carte et on perd un point de vie. Le but de cette mécanique, ce serait de forcer les joueurs Reanimator à quand même attaquer et à forcer les joueurs aggro dans le Sultai à quand même essayer de jouer un petit peu avec leur graveyard et avec ce qu'ils ont en main. Bref, les forcer à faire des choix. Et Sultai, ben je suis désolé, mais objectivement, c'est la meilleure couleur de toute l'histoire de Magic. Il y a rien que tu peux pas faire avec du Sultai. Alors, les forcer à faire des choix, je trouve que c'est très intéressant. Au sol, on va retrouver 2 tribus principales. De un, les éléphants, ces pachydermes béhémotiques qui arpentent les déserts et les plaines, vouant un culte à une divinité éléphante à 6 bras. Représentés par la couleur Abzan, ils vont tourner autour du sacrifice des compteurs +1/+1, et c'est pour ça que je leur ai créé une mécanique que j'appelle Tosk. Quand cette créature bloque, mettez un +1/+1 dessus. À noter que ça fonctionne Tosk 1, 2, 3, etc. Bref, les éléphants sur ce plan imaginaire, plus ils bloquent, plus ils sont puissants. Finalement, dans les forêts, on trouverait un peuple de chamans qui représente une créature bien connue du folklore hindou, mais aussi et surtout des joueurs de JDR, les tigres-garous. Représentés par la couleur Tamer, ce sont des créatures proches de la nature et des animaux qui se métamorphosent en tigres pour défendre cette dernière. Ils tourneraient autour des créatures, mais aussi des instants et sorceries, et leur mécanique propre se nommerait Métamorphose, qui leur permet de se transformer pour un coup de mana. La partie drôle, c'est que la métamorphose, ce serait comme le morph ou le manifeste, ça se retourne, mais ça ne passe pas sur le stack, même s'il y a une autre carte de l'autre côté. Ça a le même boost que les loups-garous, et c'est aussi vite qu'une carte morph, rendant le peuple des tigres-garous absolument imprévisible.
Ikoria. Si je vous demandais, dans toute l'histoire de Magic, quel plan a la plus grosse créature, vous me répondrez probablement Ikoria, le repère des Behemoths. On y est plus ou moins retourné récemment pour l'invasion phyrexiane, mais la réalité, c'est que tout un set centré sur Ikoria, on l'a pas eu depuis 2020. Et si vous êtes comme moi, non, 2020, c'était pas il y a seulement 2 ans, c'était il y a plus d'une demi-décennie. Et pour rappel, le gros des crossovers, ça a commencé en 2020 avec Ikoria, avec le tout premier Secret Lair, celui de Godzilla. Il y avait aussi des alternative art qui étaient des créatures qui étaient dessinées comme des comic books, et ça, je veux que ça revienne. Littéralement, l'imaginaire de Sherbrooke m'a fait acheter 3 boîtes d'Ikoria simplement parce que, je cite, « Hey, je te connais, toi, t'es un gars d'or. J'ai pas dit que j'étais un client difficile. » Bref, les Secret Lair, les reprints, vous en pensez ce que vous voulez, mais vous me direz pas que ce art est pas objectivement magnifique. Sur Ikoria, donc, règnent les monstres, les behemoths, les mutants dont la grosse capacité est mutate, c'est-à-dire le fait de lancer la carte pour un autre coup pour être capable de fusionner les text box, là où certaines créatures ont des effets qui sont honnêtement très intéressants quand ils mutent. Et c'est une mécanique qui, personnellement, me manque. J'ai toujours trouvé que la mécanique de Mutate, elle avait énormément de potentiel. Le problème, c'est comme elle est tellement iconique du set Ikoria, il y a pas vraiment d'autres plans qui peuvent se permettre de l'avoir. À la limite, peut-être Ixalan, mais encore ça, c'est sujet à débat. Et là, je te parle même pas de l'opportunité narrative que ça ouvre. Parce que depuis 2020, sur Ikoria, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'invasion des Phyrexianes. Et les invasions Phyrexianes, ça laisse des traces. C'est même le principe des Phyrexians. Faut tous les tuer parce qu'une seule de ces petites saloperies peut commencer à proliférer comme une bactérie et next thing you know, t'as plus de plan. T'as juste une nouvelle Phyrexia. Ikoria, c'est aussi un plan où la biologie générale, elle semble extrêmement instable. C'est là que tu commences à sentir la douille venir. Ne voyons-nous pas Ikoria se relever à peine de cette invasion phyrexiane, seulement pour se rendre compte qu'il en reste des traces et que l'ADN des phyrexianes et l'ADN des behemoths se mélangent pour créer de toutes nouvelles créatures. Ce qui ouvre une nouvelle opportunité. La dernière fois, on a eu un Secret Lair sur l'univers de Godzilla, parce qu'après tout, c'était le repère des behemoths. Mais si on allie cette iconographie à l'iconographie horreur alien et dégueulasse des phyrexianes, je pense qu'on pourrait obtenir une iconographie Lovecraftienne, avec un Secret Lair qui ouvre directement sur l'univers de Howard Philip Lovecraft. Avec comme tête de proue Cthulhu qui ramènerait une de mes créatures injouables préférées et lui rendrait justice, l'Orthos, le parfait mélange de taper fort et de contrôler le board. Ce serait cette nouvelle race de monstres qui vient menacer l'écosystème phyrexian, là où nos personnages principaux seraient envoyés pour contrôler l'invasion interne et où on pourrait avoir des personnages récurrents comme par exemple Chandra qui viendrait interagir avec les behemoths d'Ikoria et les habitants qu'on a eu la dernière fois, justement pour essayer de repousser cette invasion dans les abysses. Et un Secret Lair Lovecraft, je pense qu'on s'est tous déjà demandé ce que ça donnerait. Le folklore autochtone. Arrivant plus proche de chez nous, plus proche de chez moi, du moins, je trouve que c'est quand même vraiment dommage qu'on n'ait jamais eu de set Magic qui rend hommage à la culture autochtone. Peut-être parce que c'est une corde sensible à toucher pour les concernés, je sais. Mais sur Ixalan, par exemple, on s'était énormément inspiré des mythes mésoaméricains. Pourquoi pas ne remonter un petit peu plus au nord pour être capable d'avoir une toute nouvelle iconographie. Je pense à un plan où des explorateurs arrivent sur une nouvelle terre peuplée de merfolk, mais des merfolk qui ont évolué de façon différente. Des merfolk qui sont accoutumés au froid et à un hiver glacial. Alors forcément, on ramènerait les snow permanent. Ces merfolk, ils vivraient en communion avec des tribus de mammouths et de tigres à dents de sabre. Là où j'imagine une nouvelle mécanique. Une mécanique nommée Familiar. Les créatures qui ont Familiar pourront intégrer la Command Zone si votre autre Commander a la mécanique de Master. Vous ne pourrez pas avoir un Familiar et un autre Familiar, ni un Master mais un autre Master. Il faudra absolument soit l'un des deux, soit un Familiar et un Master. La partie drôle, c'est que les Familiars ne seraient pas forcément des créatures légendaires. Si vous avez donc une créature non légendaire qui a Familiar, il faudra forcément un Master dans
dans la Command Zone. Ce serait donc un set qui est très proche du Commander, et vous vous en doutez, si les Merfolk sont une allégorie des peuples autochtones, les explorateurs, c'est l'Europe du 15e siècle. Ils vont apporter avec eux une technologie steampunk prodigieuse, là où on introduirait une nouvelle catégorie d'artefacts, les reliques. Les reliques seraient des artefacts légendaires majoritairement de couleur qui iraient en pair avec une mécanique de détenteur. Si un artefact possède le keyword relique, il pourra aller dans la Command Zone si votre commandant possède le keyword détenteur, faisant de ce set imaginaire le set qui officialise la chose. Absolument tous les types de non-land permanent peuvent aller dans la zone de commandement. Ces deux factions se feraient donc la guerre, là où, objectivement, c'est les explorateurs qui gagneraient. Mais il y aurait une troisième faction, une faction bien plus sombre. C'est au cours de leur progression que les explorateurs se rendraient compte que les indigènes du nouveau continent ne sont pas là que pour protéger la nature, mais pour empêcher ce qui se trouve en son centre de s'échapper. Parce qu'au centre de ce nouveau continent maudit se trouve une forêt qui abrite un lourd secret, regorgeant de mana rouge, noire et verte. On y trouverait un type de créature que certains fans de Magic attendent depuis longtemps, le Wendigo. Absent de l'univers de Magic, le Wendigo est au centre de bien des folklores et histoires d'horreur qu'on peut se raconter aujourd'hui. Je vois le Wendigo comme une carte qui rend hommage à ses racines cannibales. C'est pour ça qu'à défaut d'avoir une nouvelle mécanique, on ramène la mécanique de Devour que personnellement je trouve sous-cotée. Pour rappel, une créature avec, disons, Devour 1 entre en jeu, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures et mettre un +1/+1 sur cette créature pour chacune d'entre elles. Ne voit-on pas cette stratégie revenir, voir des tokens et des réanimations fonctionner en paire avec la créature la plus sanguinaire de l'histoire du jeu? Mais garde tes questions, champion, on n'a pas fini de parler de mythologie. Theros. Si on parle de pop culture et d'adaptation, la mythologie de toutes les mythologies, c'est clairement la mythologie grecque. Et Magic a fait 2 quasi sans faute avec les 7 Theros qu'il adapte. Theros, le plan qui introduit les dieux indestructibles, mais aussi basé sur la mythologie grecque, qu'on retient aussi comme le plan des enchantements et surtout le plan avec les plus belles lands du monde. Toutes les basic lands de mon deck Maelstrom Wanderer, ce sont des lands de Theros. J'ai même une montagne foil et oh qu'elle est belle. Et mine de rien, Theros, ça fait presque 7 ans qu'on n'y est pas retourné, ce qui est quand même dommage parce que cette extension, c'est un banger. Juste en termes de Commander, le format, il apparaît de façon officielle chez Wizards of the Coast en 2011 avec les tout premiers decks, et puis 2 ans après, t'as Theros qui rapplique et qui te donne 15 créatures légendaires qui ont toutes indestructibles, à une époque où le Commander était marketé comme ce format où ton commandant, c'est absolument la pièce maîtresse de ton jeu, c'est ton Dark Magician, c'est ton Blue Eyes White Dragon, c'est le symbole de ton deck. Alors forcément, en avoir un indestructible, c'est un avantage qui est pas négligeable. Genre moi, quand j'ai commencé le commandant, j'ai testé plein d'idées et un des commandants que j'ai joué pendant le plus longtemps au début de ma carrière, c'était Mogis. Et vraiment, j'étais loin d'être le seul dans mon playgroup qui jouait un dieu de Theros. C'est un peu l'option facile pour les noobs, mais dans les faits, c'est très bien pour le simple fait que ça te permet d'apprendre les mécaniques et que d'avoir un commandant indestructible dans une ère où les commandants étaient très importants, c'est quelque chose qui peut te permettre en tant que débutant d'intégrer au jeu plus facilement. Genre sérieux, faites l'expérience, trouvez-vous un nouveau joueur et arrêtez pas de lui péter son commandant, pas sûr qu'il revienne jouer vendredi prochain. Bref, ces dieux, c'était une quinzaine de cartes qui ne demandaient qu'à être jouées en commandant. Et encore aujourd'hui, Mogis, il est extrêmement jouable dans un deck group slug. Faut juste aimer souffrir, et moi j'adore souffrir. Arrive ensuite 2020 avec Theros Beyond Death que perso j'ai préféré, et là c'est la fête, c'est tout le charme de l'ancien Theros, mais avec le Magic moderne, le retour des enchantements créatures, des mécaniques de constellation, et ce qu'on nous offre, c'est de nouveaux demi-dieux, mais aussi des Elder Giants capables de s'échapper du cimetière. Et je pense que les fans de mythologie me voient venir, on a les dieux, on a les demi-dieux, il est temps d'introduire les titans. On a 15 dieux présentement sur Theros, on a aussi 5 demi-dieux. Je pense donc qu'aux 2 géants qu'on a présentement, il pourrait s'ajouter 13 autres titans et 10 autres demi-dieux.
un demi-dieu par double couleur de mana. On aurait donc un représentant de chaque groupe par couleur ou double couleur de mana. Pour s'y opposer, nos héros devraient aller chercher l'aide des Elder Gods, des divinités primordiales présentes dans la mythologie grecque. Tout comme leurs compères, ce seraient des dieux enchantements avec des effets extrêmement puissants, mais alignés sur 3 couleurs. Ils seraient donc au nombre de 10, un par trinité, et pour les transformer en créatures, il faudrait que la dévotion à ces 3 couleurs atteigne 9. Les joueurs seraient amenés à choisir les titans, emblèmes du mal et de la destruction, les dieux, vertueux et protecteurs de l'humanité. Quel camp allez-vous choisir? Le folklore abrahamique. Ici, on entre dans la catégorie non sérieux, je sais qu'ils le feront jamais, mais je demande juste au cas où, parce qu'après tout, un gars s'essaye et de toute façon, c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Ce qui est une catégorie, quand on parle de Magic, étrangement présente. Demandez juste à votre voisin Jonathan qui réclame encore des Universes Beyond sur Gravity Falls ou sur Rick and Morty. Et oui, dans ce scénario, je suis le voisin Jonathan. Si on parle du folklore abrahamique, il y a un champ lexical qu'on est obligé d'utiliser. Et ce champ lexical, c'est celui de la religion. Qui va se placer sur un spectrum de « Oh, je me demande où est-ce qu'il s'en va avec ça parce qu'après tout, on a déjà Innistrad qui le fait relativement bien » à « Non, mais tu vas en enfer et toute la confession du monde ne pourra pas sauver ton âme du péché ultime. » Ce à quoi je réponds « Probablement. Plus sérieusement, les religions abrahamiques, ça peut être un sujet qui est relativement sensible, alors je vous invite à quitter la vidéo si jamais ça ne vous intéresse pas ou si jamais ça vous rend mal à l'aise. Et à aller voir une autre de mes vidéos à la place parce qu'il faut quand même que je mange pour survivre. Les religions abrahamiques, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement tout le culte, tout le pan mythologique qui englobe les 3 grandes religions, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam. Là où si aujourd'hui ce sont des religions bien distinctes les unes des autres, elles ont pour racines plus ou moins les mêmes croyances, les mêmes folklores, et ont été longtemps considérées comme des branches différentes les unes des autres. Rien que dans le christianisme, on s'entend pas sur quelles croyances penser. On a les orthodoxes, les catholiques, on a les protestants. Bref, c'est un sujet à débat. Et on est ici pour parler de cartes Magic. Déjà, débarrassons-nous de l'éléphant divin dans la pièce. Non, Innistrad n'est pas le folklore abrahamique. C'est juste qu'il y a des anges et démons dessus. Dans les faits, c'est un petit peu plus complexe. Innistrad possède de très bons anges et de très bons démons. Mais avant tout, c'est un plan qui est relié à l'histoire européenne et à l'époque victorienne. Donc forcément, les 3 grandes religions abrahamiques y prennent place tout simplement parce que c'était omniprésent à l'époque. Mais on peut faire beaucoup mieux. Dans le sens où Innistrad, avant d'être un hommage aux religions abrahamiques, c'est avant tout un hommage à la culture anglo-saxonne et on peut le dire aussi un petit peu à l'iconographie Lovecraftienne. Ce serait pas terrifiant d'avoir des Eldrazi sur Ikoria? Répondez-moi honnêtement. Ce que je vous propose, c'est encore une fois un plan qui est ravagé par la guerre, mais cette fois une guerre divine, optant pour une iconographie un petit peu plus biblique. Là où les forces de l'enfer se déchaînent et où les forces du paradis tentent de les contenir, ou de leurs équivalents dans ce monde. Avec bien sûr le monde des mortels pris au milieu. D'un côté, on aurait les démons alignés sur le Grixis, basé sur le sacrifice, sur le lifestyle et sur le fait d'utiliser sa propre vie comme ressource. Bref, les démons qu'on a plus ou moins déjà dans Magic, mais en plus poussé. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'un démon est pas venu briser un format. Le tout viendrait fonctionner un petit peu comme l'enfer est dépeint dans Dante's Inferno, là où l'enfer aurait 9 niveaux, et où chacun de ces niveaux serait représenté par un land légendaire. Un qui donne du rouge, un qui donne du bleu, un qui donne du noir, ensuite un qui peut taper pour du Izzet, un pour du Dimir et un pour du Rakdos. On aurait ensuite 3 lands qui tapent pour du Grixis, un que tu peux payer 2 PV pour le faire rentrer détapé, un qui rentre détapé si on contrôle une montagne, une island ou une swamp, et un qui a tout simplement Basic Land Cycle. Faites le calcul, ça fait 9. Mais chacun de ces lands serait en fait un domaine, le domaine d'un des 9 princes de l'enfer, qui seraient nos 9 commandeurs démoniaques. Un démon noir qui serait très basique, qui servirait principalement à runner un deck sacrifice, un démon rouge qui serait basé sur le fait de gagner des additional combat steps, et un démon bleu dont la seule utilité serait de bâtir un deck qui est basé sur le card advantage. Je dis la seule utilité, mais il n'y a rien de plus terrifiant qu'un joueur bleu qui a une main pleine. Pour les démons 2 couleurs, on aurait un démon Izzet qui est basé sur les instants et sorceries, un démon Dimir qui serait basé sur le fait de faire miller les adversaires, et surtout un démon Rakdos qui serait
basé sur le burn. Et non, je dis pas ça simplement parce que Karvik de Merciless est un de mes commandants préférés et que je trouve qu'il a besoin de jus. On aura ensuite nos 3 plus grands princes de l'enfer, nos 3 vrais gros démons gris 6. Un basé sur la résurrection, un basé sur la Grave Synergy et un basé sur le tribal, là où il serait un excellent commandant pour les decks qui ne veulent jouer que des démons et avoir des effets qui synergisent les uns avec les autres. Pensez une fusion entre Be'lakor et Ur-Dragon. Mais ce qui va dans un sens va dans l'autre, et c'est là que je me dis qu'il serait grand temps d'imprimer de meilleurs anges. Je m'explique. Dans Magic, il y a des grosses tribes, il y a des tribus de créatures qui sont très emblématiques du format, comme par exemple les dragons, les démons, et bien entendu, les anges. Et les anges, j'ai un petit peu l'impression qu'ils sont en retard par rapport au reste de la classe. Objectivement, si tu sais pas quoi jouer entre un deck d'anges et de démons, les démons ont tendance à t'offrir ce que tu veux beaucoup plus facilement. Peut-être surtout en Commander, là où les anges qui principalement sont alignés sur la couleur blanche, la couleur blanche est une couleur qui a de la misère à suivre. De par son manque de mana et de card draw, littéralement les deux choses les plus importantes dans un format comme le Commander. Je pense donc qu'on va devoir imprimer de nouveaux anges, appliquant la même logique qu'on a avec les démons, c'est-à-dire avec des lands légendaires, 9 en tout, avec 9 anges légendaires, le tout aligné sur Bant. Pourquoi Bant? De 1, parce que c'est le counter parfait pour Grixis, et de 2, parce que si on y va avec l'idée que Bant est l'alignement des anges, peut-être que les cartes mono blanches pourront avoir du meilleur card draw. Et moi, honnêtement, je pense que blanc est une couleur qui bénéficierait d'avoir du card draw sans que ça la rende trop pétée par rapport au reste. Magic est un jeu qui évolue aujourd'hui de plus en plus. En mono noir, c'est possible de gérer les enchantements, alors pourquoi pas de piger des cartes en blanc? On aurait exactement la même logique de laine plus haut, c'est-à-dire 1 par couleur, 1 par double couleur et 3 de couleur Bant, un qui rentre détapé si on contrôle un basic land de la couleur, un qui rentre détapé si on paye 2 PV et un qui a basic land cycle. Et pour les créatures, encore une fois, c'est la même chose. On aurait un ange mono vert légendaire basé sur les +1/+1, un ange mono bleu légendaire basé sur le contrôle du board et un ange mono blanc basé sur le gain de points de vie. L'ange Selesnya serait un deck qui sert à générer des tokens en masse. L'ange Azorius serait un deck de stacks, je suis désolé mais ça fait partie du jeu, et l'ange Simic ramènerait une mécanique d'Ikoria, c'est-à-dire les marqueurs keyword, permettant donc de mettre un marqueur flying sur une créature et de lui donner flying éternellement, et être capable de donner des keywords dégueulasses genre flying, death touch, trample à toute ton armée. On aurait finalement nos 3 anges Bant. Le premier serait un commandant d'ETB, un peu à la Shulam Teller of Tale. Le deuxième serait un ange de synergie avec le reste de votre armée, boostant les créatures plus on les contrôle, pensez un petit peu comme Joda mais en un petit peu moins broken. Et le dernier ange serait le commandant que tous les joueurs anges veulent jouer. Pensez un deck qui fonctionne un petit peu à la Mirim, là où est-ce qu'on va copier nos anges. Ce qui peut être très utile dans un deck où justement les anges, leur force c'est la synergie, c'est Together We're Stronger. Vous pouvez penser que j'en donne trop aux anges, mais regardez la vérité en face, ils en ont besoin. Et au milieu de tout ça, on aurait une faction hybride, une faction de mortels menée par un ange aligné sur le Mardu. Un ange, moitié démon. Basé sur le sac, la réanimation et la Grave Recursion, ce serait une créature inspirée par Azrael, l'ange de la mort dans les mythes hébraïques, qui lui-même serait un excellent commandant de Reanimator, que vous vouliez jouer ange, humain ou démon. En fait, on prend Kalia, on remplace l'attaque par la Grave Recursion et on remplace les dragons par les humains. Et on a un commandant qui est plus que jouable. Et comme d'habitude, j'attends tous vos arguments en commentaire. Sur ce, mes amis, c'était mes idées pour 6-7 Magic que j'aimerais voir arriver un jour. Je sais, je voulais en faire 10, mais le temps m'a manqué et l'inspiration aussi. Vous pouvez cliquer ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour une autre vidéo sur l'univers de Magic the Gathering. Pensez bien à aller faire un tour sur Patreon, sur Instagram et sur Discord. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois à notre table de Commander.